Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. On va y aller gentiment, comme ça on va laisser le temps aux derniers retardataires d'arriver. Donc, premièrement, bienvenue à tous à ce premier webinaire de la rentrée 2023-2024. Aujourd'hui, une thématique, mine de rien, fondamentale dans tous les projets de rénovation, a fortiori en copropriété, en tout cas pour tous ceux qui ont déjà pu expérimenter les AG. Vous savez à quel point la mobilisation peut être importante. Hop, en partageant l'écran, c'est mieux. Donc voici du coup la thématique du jour, mobiliser en copropriété. Donc, je suis Karim Guiza de l'Agence parisienne du climat. Je suis chargé d'accompagnement pour les copropriétés du nord du 15e, notamment pour les quartiers Necker et Grenelle. Avec moi, il y a également Adèle, à qui je laisse le temps de se présenter. Bonsoir, donc moi je vais m'occuper des questions-réponses ce soir et je suis conseillère aussi copropriété sur le 7e et le 14e arrondissement à l'Agence parisienne du climat. Ça va, merci. Donc, petit point de technique rapidement, votre webcam n'est pas allumée et c'est normal, votre micro non plus. On va dire, pour poser vos questions, tout se fait sur l'onglet questions et réponses. Si vous voulez échanger ou interagir entre vous, vous avez l'onglet discussion. Mais évitez du coup de poser vos questions sur une discussion, on aura du mal à suivre le flux sinon. En déroulé rapide, et me permettant aussi de présenter du coup nos panélistes du jour. Donc, premièrement, une introduction que je vais faire avec Adèle rapidement. Et ensuite, on va aborder la question de la mobilisation de la copropriété en interne par la réalisation d'un DTG. Ceci sera le moment de faire un retour d'expérience sur le cas d'une copropriété du 14e arrondissement de Paris que Valérie va pouvoir nous présenter. Ensuite, il y aura un temps avec un autre retour d'expérience euh, réalisé du coup par l'AMO et la ville de Paris, avec Claire Mazard du coup, qui est chef de projet Solidaire Grand Paris, et Axel Madena, coordinatrice du programme Éco-Rénovons Paris Plus. Enfin, on aura du coup un temps d'environ une demi-heure pour les questions-réponses. Donc, si on résume, une heure en gros présentation et une demi-heure de temps questions-réponses. Pour savoir, les questions rapides seront répondues dans le chat par Adèle et les questions qui demandent plus d'approfondissement seront abordées à la fin du webinaire. Donc rapidement sur l'introduction, pour revenir sur l'Agence parisienne du climat, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une association créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris, avec pour objectif en fait de l'accompagner à réaliser son plan climat et énergie. Du coup, on travaille sur beaucoup de thématiques, tout en lien avec l'environnement, comme le changement climatique, le bâtiment, le zéro déchet, le rafraîchissement. Et a fortiori, du coup, Adèle et moi, en tant que conseillers, on accompagne du coup les particuliers et les copropriétés a fortiori dans leur stratégie de rénovation énergétique en copropriété. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'outils. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Coach CoPro. Et pour ceux qui le connaissent, sachez d'ailleurs que depuis un mois, Coach CoPro a fait peau neuve avec une nouvelle version qui est en ligne depuis, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un mois jour pour jour. Donc, avec un nouveau lien, une nouvelle version qui est plus pratique pour vous, sur laquelle vous pouvez retrouver donc, à la fois l'annuaire des professionnels qui peuvent vous accompagner à la réalisation de vos travaux, mais également une cartographie de l'ensemble des copropriétés qui ont pu être rénovées via mes services, qui pourront aussi du coup vous inspirer pour la réalisation de vos propres travaux. En termes d'introduction, on va s'arrêter là. Et on va laisser du coup la place à Valérie pour parler directement de l'enjeu qui a été pour elle de mobiliser sa copropriété pour le vote d'un DTG. Bonjour, je prends la main. Pardon, je vais le faire moi du coup, donc, Oui, ça d'accord. n'avait pas très bien marché. Donc hop, je vous laisse. Voilà. Bonjour. Alors, c'est pas moi qui suis à l'initiative au départ. Je suis membre du conseil syndical de cet immeuble qui date de 1963, qui est dans un état un peu dégradé. Un immeuble de 14 appartements et 6 étages. Au-dessus, au sixième étage, là, il y a une terrasse. Et puis, il y a des parkings. Le chauffage par le sol, il date de 1963. C'est un chauffage aussi qui ne marche pas très très bien, avec une consommation de fuel pour l'eau et le chauffage qui est absolument énorme. Et on a bien senti l'augmentation du prix du fuel. C'est une copropriété qui n'est pas fragile, avec des professions intermédiaires ou supérieures, et puis quelques retraités. Il y a de moins en moins de personnes à revenus modestes, puisque
Ça se vend très cher en ce moment, les appartements. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça se vendait très cher. Le DTG, c'était un membre du conseil syndical à l'époque, c'était il y a un peu plus de 2 ans, qui travaille dans l'écologie pour des villes, en conseil pour les programmes de lutte contre le réchauffement climatique dans des villes. Donc, on devait changer la chaudière, qui vraiment est très, très ancienne. Et puis, il a proposé, donc en juin 2021, à une assemblée générale de voter donc, le DTG, ce qui a été fait. Et dans le même temps, on a voté, on avait plusieurs devis, et on a choisi le cabinet TAV Pouget pour faire ce DTG. Suivante. Alors, juste pour me permettre du coup d'intervenir rapidement, je vois qu'il y a une question qui se pose. Pour rappel, du coup, les questions se posent en anglais questions et réponses. Oui. Et DTG, donc, c'est le diagnostic technique global, qui est finalement une audit architecturale et thermique du bâtiment, qui est, si je peux me permettre, le premier pas en vue de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Hop, je change de pause. Voilà. Et donc on avait, nous, on s'était surtout, on savait que c'était on avait pensé surtout à la rénovation énergétique, mais vous verrez ultérieurement que ça nous a beaucoup aidé aussi sur le point sur le diagnostic architectural et technique de l'immeuble qui nous a permis de voir qu'il y avait des points qui étaient assez critiques. Nous, on avait pensé qu'à la rénovation énergétique, mais ça a eu vraiment une grosse utilité. Donc, une fois qu'on a voté l'accord pour ce DTG, avec TAV Pouget qui nous proposait de le faire pour 8 800 euros, toutes taxes comprises, on a demandé à l'agence Paris Climat la subvention qui nous l'a accordée donc quelques mois après, 3 mois après. On a payé la moitié des 8 800 euros à TAV Pouget et puis le processus a été lancé. Le syndic de copropriété, c'est l'agence d'Odim, le cabinet d'Odim, qui est dans le 14e, a fourni les éléments nécessaires, contrat de maintenance, voilà, et on a fait une visite sur site très longue, avec en fait 4 appartements témoins. Ils ont pris un appartement au rez-de-chaussée, un autre au premier, un autre au 6e et dernier étage. On a tout visité, on est allé même dans les immeubles, dans les cours d'immeubles adjacentes, pour voir ce qu'on pouvait faire pour la rénovation extérieure. Et donc, cette visite a eu lieu 6 mois après le vote du diagnostic technique global. Il a été réalisé une enquête auprès de tous les copropriétaires. Bien sûr, ce n'est pas le conseil syndical qui s'en est occupé, c'est l'agence TAV Pouget pour voir quel était le sentiment des copropriétaires, leur sentiment de confort thermique en été ou en hiver, leur avis sur la rénovation de l'immeuble. Voilà, 70% de réponses, ce qui était pas mal comme début. Et donc, 6 mois après la visite, normalement, ils doivent donner, l'agence s'était engagée à le faire dans les 6 mois. Elle l'a vraiment fait dans les 6 mois. Exactement 6 mois après, elle nous a fourni 3 scénarios de DTG intermédiaire, dans son rapport intermédiaire. Donc là, nous n'étions pas encore intervenus dans le choix de ces scénarios. Suivante. Donc, ce DTG rapport intermédiaire était très long, ça fait 107 pages, mais que moi j'ai trouvé passionnante. Donc, je vous ai simplement mis le sommaire, présentation générale et analyse technique et patrimoniale. Donc, il y a vraiment tout. Diagnostic architectural et énergétique, vous verrez ce qui a été vu après, suivante. Et puis ensuite, alors ça, c'était très bien sur les travaux. À chaque fois qu'il y avait une étude d'une partie de l'immeuble, le cabinet, l'agence mettait ce qui était l'état de dégradation, si c'était un état d'usure normal ou très dégradé, et puis disait dans quel délai, s'il fallait une intervention urgente ou qu'on pouvait la programmer dans un plan décennal de travaux et voilà, la prévoir un petit peu plus, en un peu plus de temps. Et puis à la fin, il y avait une partie ingénierie financière qui n'était pas très fine, puisque on n'avait pas encore, le conseil syndical n'avait pas donné encore son avis sur sur un scénario qui, selon nous, pourrait être acceptable par toute la copropriété. En tout cas, une majorité de la copropriété. Mais on avait déjà une petite idée des aides financières qu'on pourrait avoir. Mais ce n'était pas individualisé suivant les lots, les 14 lots. Voilà, suivante.
Donc, on avait un scénario 1 où il n'y avait aucun gain énergétique. Alors, vous voyez, l'étiquette énergétique, on n'est pas bon. On est en E ou F, suivant le mode de calcul de l'étiquette énergétique. Donc, scénario 0, c'était juste les travaux urgents, les choses qui étaient très dégradées, et donc aucune intervention sur la rénovation énergétique. Scénario 1, c'était objectif modeste avec 27% de gains énergétiques. 27%, c'est inférieur à 35%. Voilà, mais 35%, je vous parle de ces 35% parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont conditionnées à l'obtention d'un gain énergétique de 35%. Le scénario 2 était plus ambitieux et on passait directement à 50% de gains énergétiques. Et puis, il y a une étiquette C énergétique, donc un gain de 3 étiquettes. Et scénario 3, alors là, c'était, on gagnait seulement, on gagnait 10% de plus. Mais là, il fallait isoler toutes les façades de l'immeuble. Et c'était vraiment beaucoup plus cher, comme vous le voyez sur la diapo suivante. L'évaluation, je crois que je l'ai mise. Voilà. Vous voyez en bas à droite, vous avez donc le scénario 1, c'était 197 000 hors taxes. Le scénario 2, c'était... Vous voyez ma petite flash ou pas? Non. Le scénario... Donc ça, c'était le scénario 0, 197. Le scénario 1, avec 27% de gains énergétiques, c'était 493. Ensuite, il y avait 550... Alors, je ne sais plus quel scénario c'est. Ouais, voilà. Et puis 800 000, ça c'était le scénario très ambitieux. Voilà. Donc nous, on a choisi de se baser sur celui à 555 200. Et vous pouvez voir à gauche que dans ce scénario 2, voilà, on avait ravalement sur rue, ravalement sur cour, on avait l'isolation du toit, sécurisation de la couverture. Donc ça, c'était les travaux qui étaient subventionnables. Bien sûr, il fallait changer les huisseries, ça c'est indispensable pour faire un bon gain énergétique. Et puis on avait toute cette partie qui était non subventionnable. Et donc on s'est dit qu'un scénario hors taxe, parce qu'il faut rajouter 30% à 555 000 euros pour compter les honoraires du syndic, les honoraires de la maîtrise d'œuvre, et puis la TVA, même si elle est réduite. Donc, on s'est dit qu'on allait supprimer dans le conseil syndical, dans le scénario, a dit on va supprimer le ravalement sur rue. Et puis, on veut étudier la végétalisation du toit. On a un toit plat. La végétalisation, la pose de panneaux solaires. On ne va pas faire la sécurisation de la couverture. Alors ça, c'est dans les textes, normalement, on doit mettre un garde-corps sur le toit qui est plat, mais on n'a pas accès au toit. C'est seulement quand des gens interviennent. Et c'est un toit plat. Et puis, c'est à peu près tout. Oui, on ne voulait pas rénover la rénovation de la cage d'escalier. On a une peinture qui date des années 60, à mon avis, 70, qui est tout à fait jaune. Et on s'est dit que c'était moche, mais qu'on pouvait survivre à ça. Donc ça, c'était les gros points qu'on voulait dans notre scénario. Donc vous allez voir suivante. Voilà, le rapport final, il a donc été fourni. On a donné on a mis un petit peu de temps parce qu'on a consulté enfin, on a proposé, on a fait une liste de discussion. Je ne veux pas faire de la pub, mais c'était par Gmail, un groupe de discussion. Et puis, on a interrogé les gens. On était 3 à ce moment-là au conseil syndical. On a interrogé les gens dans l'immeuble pour leur demander quel était euh, leur avis sur ces scénarios qui avaient été présentés à une AG de copropriété. Il y a beaucoup de copropriétaires qui avaient été effrayés par le coût que ça allait représenter pour eux. Et on leur a demandé, donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer le scénario. Et donc, le scénario conseil syndical, c'est à peu près celui que je vous ai présenté. Donc, en supprimant le ravalement sur rue, en gardant quand même au maximum le gain énergétique, donc en restant supérieur à 35%. Et voilà, donc c'est le scénario CS que vous voyez là. Donc on a bien diminué, mais vous voyez que on est passé de 555 000 à 479 000 hors taxes. Si on rajoute les 30% en moyenne, ça fait quand même 622 000, 623 000 pour toute la copropriété. Diapo suivante.
Donc, ça, c'était dans le rapport intermédiaire, ça n'apparaissait pas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour qu'on puisse mieux réfléchir. C'est que vous voyez là à gauche, on a le numéro des lots. Donc, quand on paye nos charges, on sait quel est notre numéro de lot et puis les tantièmes. Donc, par exemple, moi, je suis à 41, voilà, je suis là. Cave, garage, appartement, j'ai 673 sur 10 000 tantièmes. Et donc, moi, ma cote-part, c'est 42 000 euros, parce qu'il y a des appartements qui sont plus petits et d'autres qui sont plus grands. Ça revient à là-dessus, on avait réduit le nombre, les travaux non subventionnables, c'est 31 000 travaux subventionnables. Et après subvention, voilà, 30 000 au lieu de 40 000. 42 000, et maintenant ça revient à 30 000 pour mon appartement. Avec une économie en moyenne par mois, puisqu'on est chauffé au fioul, comme je vous disais, l'eau chaude et le chauffage par le sol. Puis moi, je suis au 6e étage, donc en fait, c'est très mal chauffé aussi. Ça fait une économie de 80 euros en moyenne par mois. Et il considère que l'effort mensuel sur 10 ans, sur la base d'un prêt collectif, il y a des prêts qui sont à taux réduit ou à taux zéro. Ça sera détaillé après. Ça serait de 235 euros par mois, qui pour moi, enfin, c'est possible. Et avec un taux de subvention collective sur le collectif de 28%. Donc ensuite, on a alors l'agence Paris Climat nous a dit oui, il est nécessaire. Donc une fois après que le DTG a été présenté, pour poursuivre la démarche de rénovation énergétique, il faut choisir une maîtrise d'œuvre. Donc là, pour suivre les travaux, lancer les devis et nous accompagner dans les travaux. Donc là, on a eu le devis de Taf Pouget, l'énergéticien et l'architecte qui avait fait le DTG, c'est à peu près 30 000 euros. Et puis, l'agence Paris Climat nous a proposé qu'on ait une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très important. C'est toute l'ingénierie financière qui va faire donc là des scénarios individualisés pour chaque copropriétaire en fonction de ses revenus. Donc, la condition pour qu'on poursuive cette démarche, c'est que on ait cette assistance à maîtrise d'ouvrage qui ne va rien nous coûter, mais il faut pour ça déjà qu'il y ait 70% des copropriétaires qui répondent à des questions sur leurs revenus, des questions individuelles auxquelles nous, conseil syndical, bien sûr, nous n'avons pas accès. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à mobiliser alors qu'on avait pour le premier questionnaire 70% de réponses. Là, on n'a que 50% de réponses parce qu'il y a des copropriétaires qui restent fixés sur le coût. Alors, pas mal de copropriétaires qui sont très âgés et qui ne veulent pas reporter la dette sur leurs héritiers. D'autres qui ont un revenu intermédiaire à modeste, qui n'auront probablement pas beaucoup d'aide individuelle et qui trouvent que 200 euros par mois, c'est énorme. Quelques copropriétaires aussi qui ne se sentent pas concernés par la rénovation énergétique, qui trouvent que c'est un peu des bêtises. Un peu. Et puis, il y en a aussi qui ont un confort thermique très bon, qui sont dans les premiers étages, donc qui sont plus à l'ombre que dans les derniers étages, donc ils souffrent moins de la chaleur, et puis ils sont bien chauffés par le sol. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé, on a eu déjà une relance de Solia et on n'a toujours pas le nombre de réponses, de 70% de réponses qui sont obligatoires pour poursuivre le processus. Donc on a décidé de faire une réunion de copropriété sans syndic en octobre pour qu'on puisse parler et dire aux copropriétaires qu'on peut encore amender le projet du conseil syndical et que pour réduire les coûts et que ça soit plus acceptable. Et puis aussi, c'est lever certaines résistances. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de résistances sur le fait qu'il y ait une enquête sur les revenus personnels. Voilà, donc ça aussi, c'est leur redire. Je ne sais pas comment ça va se passer, là, c'est un petit peu tôt, mais on est même dans le conseil syndical, c'est partagé, on est 4, non, on est 5, et il y en a 2 qui n'ont pas répondu à Solia, qui n'ont pas voulu. En fait, ce qu'ils veulent, c'est arrêter le processus avant même qu'on parle d'une maîtrise d'œuvre. Donc, même au sein du conseil syndical, il y a des oppositions. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.
Ouais. Merci beaucoup. Merci Valérie. C'est vrai que moi j'avais suivi la copro du coup depuis le début et on a deux personnes de Solia là, donc peut-être que ça sera Oui. la suite du webinaire nous donnera quelques pistes, mais c'est vrai que du coup là c'est essayer d'avoir des pistes pour aller plus loin quand on a ce type de d'oppositions qui sont réelles dans les copropriétés. Il y a quelques questions pour vous, Valérie. Alors, la première, c'était est-ce qu'il y avait que des occupants ou aussi des bailleurs dans la copropriété? Non, il n'y a que des occupants. Alors certains sont en résidence secondaire, ce sont des retraités avec une résidence secondaire. Donc, mais c'est tous, on est tous propriétaires. Il n'y a pas de bailleur. Et pour info, donc pour les aides, en général, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 75% de l'eau d'habitation, que ce soit en location ou en habitat en résidence principale. Ouais. En fait, il ne faut pas que vous ayez plus de 25% de tertiaire dans vos copropriétés pour les aides, notamment ma prime rénov copropriété. Donc ça, on les aura. Ouais. Après, il y avait des questions sur les honoraires des syndics. Quel montant le syndic a-t-il facturé pour accompagner le DTG? Et est-ce que le syndic prend des honoraires, quel que soit le suivi par une AMO? Donc peut-être ça Alors sera oui, à vous chez Solia, mais... ça. Alors le syndic, pour l'instant, il nous a pas fait payer d'honoraires. Parce que fournir les contrats de maintenance, bah, ça fait partie de leur boulot, de donner enfin voilà. Et donc là, ils n'ont rien fait payer. Ensuite, ils nous ont fait une proposition pour la suite du processus, où comme d'habitude, quand il y a des travaux, ils prennent un pourcentage sur les travaux. Alors, je ne sais pas si c'est justifié, mais ils nous ont présenté, là, on va négocier, parce que si on continue le processus, vraiment, les honoraires sont très élevés. Si on dépense, je sais pas, 300 000 euros et enfin, ça va revenir très très cher. Donc on va essayer de négocier là-dessus. Et il y a une question aussi, je vous ai pas dit parce que j'ai commencé à partir le DTG. C'est pas seulement la rénovation énergétique. Ils ont lors de la visite, l'architecte a vu qu'il y avait une fissure qui était un peu menaçante au niveau du toit du sous-sol. Il a vu aussi qu'il y avait des rejaillissements d'eau de pluie qu'il fallait traiter et qu'il y avait aussi les collecteurs qui étaient d'eau usée et d'eau de vidange qui étaient très usés. Donc on va lancer, ça c'est sûr, rapidement un audit des collecteurs. Parce que s'il y a voilà, des conduites qui datent de 1963 et s'il y en a un qui est un gros collecteur avec bah, vous imaginez. Voilà. Donc ça nous a permis vraiment de voir, et puis aussi les portes coupe-feu qui ne sont pas du tout aux normes. Par exemple, dans la chaudière au fioul, on a des portes coupe-feu qui ne coupent pas du tout le feu, alors que normalement, ça doit retenir le feu, maintenir le feu pendant 1h30. Donc vraiment des questions de sécurité aussi. Ça nous a permis de faire le point sur la sécurité. Merci. Il y avait en question aussi, est-ce que le toit était en zinc et est-ce que c'est possible d'isoler la toiture? Alors, c'est un toit qui est plat avec une couche de bitume et d'isolant et ensuite du gravier. Ça date, c'est pas aux normes maintenant, ça isole très peu et il est un peu dégradé. Et donc, la question aussi qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on pouvait, parce que donc les deux personnes au 6e étage pouvaient éventuellement, on n'a pas du tout envie, je suis au 6e étage, on n'a pas du tout envie de surélever et qu'il y ait deux étages de plus au-dessus, mais on a quand même demandé à un architecte qui nous a dit que ça n'intéresserait pas un promoteur parce que l'immeuble est trop ancien, il ne supporterait pas 2 étages de plus et que ça ne serait pas intéressant, ça serait compliqué. Et donc, les deux copropriétaires, dont moi au 6e, on réfléchit un peu, mais ça serait un gros investissement. Pour financer une partie des travaux, c'est de privatiser en fait le toit et nous de nous faire une extension au-dessus pour financer, bah, pour avoir un immeuble, enfin un duplex, et en plus financer une partie des travaux pour soulager aussi la copropriété. Ok, merci. Alors ensuite, on avait en question, je fais une première partie de réponse aux questions parce qu'on va en avoir beaucoup, je sens. J'ai entendu parler d'une obligation d'un plan pluriannuel de travaux. Qu'en est-il? Alors, pour rappel, il y a une obligation de plan pluriannuel de travaux et de DPE collectif d'ici 2026 en fonction du nombre de lots qu'il y a dans votre copropriété. Donc là, c'est déjà le cas pour les copropriétés de 200 lots.
2026, ça sera pour les copropriétés de moins de 50 lots. Donc ça, c'est le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux qui seront obligatoires. Et pour rappel aussi, le DTG n'est pas obligatoire comme document. Ensuite, pouvez-vous rappeler le montant des honoraires du DTG? Alors, si c'est le coût d'un DTG, la question, c'est en fonction de la taille de votre copropriété, de ce qu'il y a à regarder, c'est entre 8 000 et 15 000 euros pour les plus grosses copropriétés à peu près. Ça, peut-être qu'on pourra en reparler avec Solia tout à l'heure. Pareil, il y a des questions sur les éléments du questionnaire de Solia. Je pense que ça, on vous répondra tout à l'heure. Une autre question concernant le syndic. Si le syndic n'intervient pas dans le processus de choix et de suivi des travaux, il doit être rémunéré quand même. Ça, je pense que ça dépend du contrat que vous avez avec vos gestionnaires en fait et des syndics. Peut-être que ça, on pourra en parler avec Solia aussi. Vous me direz. Ok. Je pense qu'on peut poursuivre et on reprendra des questions tout à l'heure. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. Bon, je pense qu'on reviendra sur les questions, il y en a encore pas mal dans le chat à la fin. Donc là, on va aborder la seconde partie de ce webinaire. On va avoir un retour d'expérience du coup de la part donc à la fois de Solia en Paris ainsi que de la ville de Paris, en tout cas le programme Éco-Rénovons Paris Plus. Donc je ne sais plus laquelle de vous deux, Axel ou Claire, vous voulez commencer? Ouais, du coup, c'est moi qui vais commencer. D'accord. Euh, donc, du coup, Axel Madelena, moi, je suis en charge de la coordination du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus sur l'ensemble du territoire parisien. Donc, je vais juste faire une petite introduction pour contextualiser le retour d'expérience que Claire Mazard va vous présenter, parce que c'est un projet donc, qui a été réalisé dans le cadre du dispositif. Et donc j'apprends, je ne savais pas que Valérie a aussi intégré le dispositif, donc je ne sais pas exactement de quelle adresse il s'agit, mais on pourra en reparler après. Donc le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est un dispositif d'accompagnement donc des copropriétés et des copropriétaires dans la réalisation de leurs travaux d'amélioration énergétique et environnementale. Ce dispositif, il a été lancé il y a un an. Il a pris la suite de Éco-Rénovons Paris, sans plus. Et donc, c'est un dispositif qui a un petit peu évolué, qui est plus avantageux pour les copropriétaires, avec des aides qui sont plus avantageuses, notamment. Donc, il a une durée de 4 ans, donc il se termine en 2026. Et donc, c'est un dispositif qui est piloté par la ville de Paris en partenariat avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'Agence parisienne du climat. Et donc, nous, Solia Grand Paris, on intervient, donc on a répondu à un marché public qu'on a remporté, ainsi que Urbanis aussi. On intervient en tant que coordinateur du dispositif, mais également, donc on accompagne les copropriétés sur une partie du territoire parisien, Urbanis sur une autre partie du territoire parisien. Donc, Urbanis accompagne les copropriétés des arrondissements 1 à 4, 8, 9, 10, 17 et 18. Qui peut bénéficier de ce dispositif? Tous les immeubles d'habitat privé, ils peuvent bénéficier du dispositif. Et la porte d'entrée, c'est l'Agence parisienne du climat. On peut passer à la slide suivante. Voilà, je vais vous préciser donc quel type de projet on accompagne dans le cadre du dispositif. Donc, on accompagne des projets de rénovation globale. Donc, c'est des projets collectifs, de la rénovation qui intervient sur des parties communes. Et également, il est possible de subventionner des interventions sur des parties privatives dans la mesure où ces interventions sont votées en assemblée générale en travaux privatifs d'intérêt collectif. Une approche globale, très rapidement, en quoi ça consiste? Ça consiste à prendre en compte l'ensemble des facteurs
de la copropriété, donc la typologie de bâti, l'exposition nord-sud, les matériaux de construction, l'hygrométrie, l'intérêt architectural, le fonctionnement de la copropriété, également les travaux qui ont déjà été réalisés, mais aussi les interactions et les interdépendances que tous ces facteurs ont entre eux. Donc ça, on va venir l'étudier pendant au moment du DTG, ce qui vous a été présenté par Valérie tout à l'heure. C'est vraiment le premier outil d'aide à la décision pour les copropriétés pour se lancer. C'est l'état des lieux, on en est où, on a une vision globale de ce sur quoi on peut intervenir et pas que sur l'aspect énergétique. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner des projets globaux qui sont des projets cohérents et en adéquation avec les besoins du bâti, mais aussi les besoins des occupants. C'est comme ça qu'on va arriver à faire voter un projet. Et il faut qu'il y ait une adhésion, c'est un projet collectif. Donc évidemment, le projet de rénovation, il a vocation à améliorer le confort dans les logements, été comme hiver. Donc ça va être intervention sur l'enveloppe du bâtiment, donc par exemple l'isolation des murs, les menuiseries, le système de chauffage, de ventilation, donc réflexion globale sur tout ça, et l'amélioration du cadre de vie. Donc ça va être par exemple l'installation d'un local vélo, intervenir sur par exemple une toiture terrasse pour faire de la végétalisation. Voilà le type d'intervention qu'on accompagne et qui peuvent être subventionnées dans le cadre du dispositif. Ensuite, donc on l'a déjà un peu dit, mais comment le dispositif accompagne les copropriétaires? Donc les copropriétaires, une fois qu'ils intègrent le dispositif, donc après la phase diagnostic, c'est à ce moment-là que nous, on va prendre le relais. Donc les copropriétés ont un conseiller dédié, un conseiller qui va les accompagner tout au long du projet sur l'aspect technique, l'aspect financier, on en a parlé, mais aussi sur l'aspect d'animation pour donner des clés, notamment au conseil syndical, pour mobiliser les copropriétaires. Et il y a des aides financières spécifiques dans le dispositif. Donc, qui s'appelle l'aide performantielle. Donc, l'aide performantielle, c'est une aide qui est mobilisable uniquement par les copropriétés qui intègrent le dispositif. Donc, ce sont des aides aux travaux auxquelles les copropriétés peuvent accéder sous réserve d'éligibilité. On a parlé de la fameuse enquête à laquelle il faut un taux de réponse de 70%. C'est une des conditions pour être éligible à cette aide collective. Cette aide, c'est une aide qui est progressive en fonction du niveau de performance du projet. Puis il y a également des primes aussi. Donc cette aide financière spécifique au dispositif, et vous avez aussi évidemment une assistance administrative pour la mobiliser, cette aide. Et l'assistance administrative, elle est là aussi pour vous aider à mobiliser toutes les autres aides. C'est-à-dire ma prime rénov copropriété, si vous avez un projet qui atteint au moins 35% de gain énergétique, des aides individuelles sous conditions de ressources, donc de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et de la ville de Paris, des aides sociales, s'il y a des copropriétaires qui peuvent en bénéficier. Il y a également des aides pour les études. Donc, on a parlé du chèque audit tout à l'heure, mais il y a également un chèque de la métropole du Grand Paris pour les études conception de 10 000 euros sans condition de ressources. Et il y a également des aides complémentaires de la ville de Paris si vous voulez mandater une étude paysagère, par exemple. Voilà, beaucoup de choses, mais on ne va pas rentrer dans le détail des aides ce soir. Ce n'est pas l'objet, il me semble, de ce webinaire. Et on peut passer à la slide suivante, du coup. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette frise parce que Claire va l'illustrer avec le retour d'expérience, mais simplement pour vous dire que jusqu'à la réception des travaux, il y a 3 grandes étapes. On a vu la première étape de diagnostic avec Valérie. Nous, on va accompagner les copropriétés, enfin si on met à part l'adaptation des usages, on va accompagner la copropriété pendant la phase de conception, le vote des travaux et ensuite la mise en œuvre des travaux. Ce qui est très important de savoir, c'est que ce temps, donc on va dire qu'en moyenne, il y a au moins 1 an qui se passe entre chaque étape. C'est-à-dire 1 an, c'est une assemblée générale où il va y avoir un vote. Voilà.
Donc, c'est très important de prendre ce temps sans sauter d'étape. Ça permet de concevoir un projet cohérent et en adéquation avec les besoins de la copropriété et un projet qui emporte l'adhésion des copropriétaires. Ce temps, il faut le mettre à profit pour communiquer aux autres copropriétaires. C'est une des conditions principales de réussite d'un projet de rénovation en copropriété parce qu'on est dans un collectif. Pour ça, c'est indispensable qu'il y ait au moins une personne au sein de la copropriété qu'on peut appeler porteur de projet. Enfin, nous, on a pour habitude de l'appeler porteur de projet. Donc, c'est quelqu'un qui porte quelque chose de très lourd. C'est un investissement. Mais nous, on est là pour l'accompagner, évidemment. Mais on a besoin de cette personne relais. C'est une personne qui va servir d'intermédiaire entre les copropriétaires et les autres intervenants sur le projet. Donc, les autres intervenants, ça va être Solia, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre, le syndic, etc. Voilà, nous, on se substitue à personne. Nous, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est là pour notamment fluidifier, vulgariser, aider à ce que le projet avance. Son rôle, il est essentiel. Il va devoir consulter les copropriétaires et être à leur écoute. Il faut répondre à leurs questions. Il faut les rassurer. Son rôle, c'est aussi de s'assurer, de s'informer auprès des acteurs du projet. Donc, je l'ai dit, maître d'œuvre, syndic, et informer les copropriétaires de l'avancement du projet. Il va devoir animer, dynamiser le projet, préparer la prise de décision en assemblée générale avec le syndic, le maître d'œuvre, l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, à chaque étape du projet, il va falloir communiquer, c'est vraiment très important. À chaque étape, il y a des objectifs différents et donc des outils adaptés pour communiquer. Et pour finir, j'ai quelques petits... voilà, je voulais juste vous faire part d'un outil qui va bientôt sortir. Et, tu peux passer à la slide suivante, je pense. Ouais, voilà. Oui, un kit de communication qui va bientôt être disponible. Comment mobiliser votre copropriété? Et du coup, dans quelques semaines, il sera disponible sur le site de l'Agence parisienne du climat dans ce kit de communication, donc qui est vraiment c'est un outil qui est à l'usage du porteur de projet et du conseil syndical. Dans ce kit, vous allez retrouver notamment, là vous voyez, je ne sais pas si c'est très net, mais notamment vous avez un tableau qui récapitule toutes les grandes étapes du projet et à chaque grande étape, ce sur quoi il va falloir communiquer et sur quel outil vous pouvez vous appuyer pour communiquer. Ensuite, vous avez une FAQ avec toutes les questions les plus récurrentes que les copropriétaires bailleurs et les copropriétaires occupants pourront poser au conseil syndical et aux porteurs de projet où on n'a pas toujours de réponse. Et voilà. Donc là, vous avez un recueil d'une trentaine de questions avec les réponses. Ensuite, slide suivante. Tu peux passer, voilà. Et ensuite, il y a des outils personnalisables, notamment, vous voyez, enfin, j'ai pas tout mis, hein, mais en exemple, le planning de votre projet pour que tous les copropriétaires puissent savoir où on en est, quelles sont les prochaines étapes. Et puis à droite, voilà, on a zoomé, merci. Voilà, à droite, du coup, personnalisable. Donc, sur la gauche, c'est un flyer ou une affiche où vous pouvez communiquer sur des dates de réunion d'échange sur le projet. Et puis, on vous a fait également un modèle personnalisable de newsletter. Si vous voulez mettre en place une newsletter pour communiquer sur le projet au sein de votre copropriété. Et je m'en arrête là pour passer la main à Claire qui va nous présenter, qui va rentrer dans le concret. Alors, il y a quelques questions, si tu veux bien. Oui, Il y a une question sur le fait que Solia ne fait que Paris et pas l'approche couronne. Qui s'occupe de l'approche couronne? Alors ça, je te laisse alors, répondre. non, alors pour le coup, Éco-Rénovons Paris, c'est un dispositif parisien. Et donc là, on intervient effectivement pour la ville de Paris sur le territoire parisien. Après, sur les autres communes, on intervient sur d'autres communes dans le Grand Paris, mais c'est pas forcément nous. Enfin, là, il faut que vous vous renseigniez auprès de l'espace France Rénov le plus proche de chez vous. Voilà. Mais c'est pas forcément nous, mais si c'est pas nous, c'est pas grave, c'est bien aussi.
Et ce ne sera pas le même dispositif. Après, on avait qui est le porteur de projet? Est-ce que c'est l'AMO ou est-ce que c'est Solia? En fait, je crois que c'était pas. Ah non, alors le porteur de projet, c'est un copropriétaire, hein. C'est en général un membre du conseil syndical. C'est le référent, c'est la personne qui va être la personne contact de l'APC euh, dès le démarrage du projet. Et après, cette personne, elle peut changer, mais on a besoin à minima d'une personne contact dans la copropriété. Donc, c'est un copropriétaire. Et Solia est l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Après, on avait une question sur le questionnaire et les conditions d'entrée. Est-ce que on le redétaille ou Ben, peut-être juste sur pour les 50% là, de réponses au questionnaire 70%. et 70%? Juste pour préciser que, il faut bien différencier l'intégration dans le dispositif, les conditions pour entrer dans le dispositif, pour intégrer dans le dispositif et les conditions qu'il faut remplir pour être éligible à l'aide performantielle. C'est deux choses différentes. Pour intégrer le dispositif, il faut avoir un projet de rénovation globale et avoir un projet suffisamment mature pour pouvoir basculer dans le dispositif. Pour être éligible à l'aide performantielle, il faut déjà, la première condition, donc c'est de répondre à une enquête et qu'il y ait 70% de taux de réponse à l'enquête. Et ensuite, il faut qu'il y ait 75% de localisation principale, mais ça, c'est le même critère aussi pour ma prime rénov copropriété. On a également des critères, il y a également des critères sociaux. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que la plupart, enfin 9 copropriétés sur 10 remplissent ces critères. Donc, et si ces critères ne sont pas remplis, si vous êtes une copropriété en situation de passoire thermique, vous êtes exonéré du critère social. Voilà. Et l'aide, évidemment, il faut un gain énergétique minimum, mais il n'est pas de 35%. Comme ma prime rénov copropriété, il est bien plus bas parce que c'est une aide qui évidemment s'adapte à la particularité du bâti parisien. Donc l'aide, elle peut être déclenchée à partir d'un gain énergétique de 15%. Et ensuite, après, on a des paliers et plus le gain énergétique est élevé, plus le taux de financement va augmenter. Et Et merci. sur les données, elles sont confidentielles. C'est-à-dire que dans l'enquête, juste que je sais qu'il y avait une inquiétude là-dessus, Solia collecte les données qui restent absolument confidentielles et qui sont anonymisées. On transmet des données consolidées à la ville de Paris, mais absolument en aucun cas des données avec des noms, quoi. Tout est anonyme. Il y a la RGPD qui est absolument respectée. Donc voilà. Merci Axel. Il y avait une question après sur. Alors, je pense que ça, c'est une confusion. Si on prend un opérateur qui est AMO, a-t-on besoin de faire appel à Solia? En fait, vous pouvez avoir une AMO qui est privée et faire également appel à Solia. Ça dépend un peu du projet, ce que vous attendez de l'opérateur qui est Solia et de l'AMO qui est privée. Ça peut se cumuler. Oui, Je sais en pas fait, si tu veux il y a compléter. plusieurs possibilités. Vous pouvez intégrer le dispositif en étant accompagné par Solia ou Urbanis, du coup, ça dépend de votre arrondissement. Mais vous pouvez aussi, et ça c'est une des nouveautés du dispositif, choisir d'intégrer le dispositif en étant accompagné par un autre assistant à maîtrise d'ouvrage privé, si vous le souhaitez. Voilà. Et dans ce cas, c'est aussi subventionnable, mais voilà, donc c'est possible. Je ne sais pas Ok. si ça répond à la question. Et vous pouvez aussi être accompagné par Solia et en complément pour des missions, s'il y a des enjeux spécifiques, être accompagné par une AMO complémentaire. Enfin, il y a plein de possibilités. Je vais faire une dernière question et après on va enchaîner. Il y a quelqu'un qui demande sur la temporalité, si on initie une démarche maintenant, il faut compter environ 3 ans avant que les travaux n'aient lieu.
En fait, ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que le DTG, c'est une première AG. La deuxième AG, c'est le vote de la maîtrise d'œuvre de conception, avec en parallèle l'intégration au dispositif Éco-Rénovons Paris, donc avec Solia ou avec Urbanis. Et le troisième temps, c'est donc le vote des travaux. Quand tout se passe bien, donc c'est à peu près 3 ans entre le DTG et le vote des travaux. J'espère que ça répond à la question. Si tu veux compléter, Axel, et sinon on passe à la suite. Alors, juste avant de passer à la suite, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de confusion dans le chat entre DPE, audit énergétique, DTG et plan de travaux. Donc, juste pour remettre un peu dans l'ensemble, aujourd'hui, il va y avoir des obligations réglementaires pour les copropriétés à la réalisation d'un DPE collectif et d'un plan de travaux. Le DTG n'est pas obligatoire. Le DTG, c'est à la fois un audit énergétique et un audit architectural. Aujourd'hui, ce DTG est subventionné d'un montant de 5 000 euros par la ville de Paris parce qu'il permet à la fois d'avoir une meilleure compréhension de sa copropriété en termes de structure, de comprendre la synergie entre le bâtiment d'un point de vue architectural et les enjeux énergétiques qui y sont adhérents, mais également le DTG depuis mars 2023 est également l'occasion de réaliser un DPE collectif et un plan pluriannuel de travaux. En effet, un DTG qui est réalisé et accompagné par l'Agence parisienne du climat va forcément respecter son référentiel dans lequel est bien précisé que le DPE collectif et le PPT sont compris dans la réalisation d'un DTG. Donc, vous n'aurez pas à refaire un DPE collectif et un plan pluriannuel de travaux si vous réalisez un DTG. Voilà. Et effectivement, on va pouvoir passer à la suite. Je crois, Claire, c'est pour toi. Alors, tout d'abord, je me présente, donc Claire Mazard, je suis chef de projet chez Solia, donc qui était l'opérateur dans le suivi des travaux énergétiques de cette copropriété. Donc, on a choisi cette copropriété parce que c'était un exemple qui illustrait bien donc, ce que vient de présenter juste avant Axel. C'est une copropriété qui a terminé maintenant ses travaux, mais où tout s'est bien déroulé, plutôt bien déroulé. Donc, on a décidé de s'en servir pour donner un bon exemple de comment bien réussir à aller jusqu'au vote des travaux et avec quelques points de vigilance, c'est-à-dire à quel moment certains éléments peuvent devenir bloquants. Donc, cette copropriété aussi illustre bien une grande majorité des bâtiments qu'on retrouve à Paris. Donc, environ 55 logements, une part importante de propriétaires occupants, quand même 14 propriétaires bailleurs, quelques locaux d'activité, ici 2 locaux d'activité, un chauffage collectif au gaz et un syndic professionnel. Donc, on peut passer à la slide suivante pour montrer un peu le déroulé, on va dire, de l'accompagnement qu'on a réalisé au sein du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Donc en vert, vous voyez donc le rôle que nous on a eu dans l'accompagnement de cette copropriété. D'abord, donc la copropriété a voté et réalisé son audit global bien avant de rentrer dans le dispositif Éco-Rénovons Paris. En mai 2021, la copropriété intègre le dispositif. S'ensuit une réunion de lancement où le conseil syndical, le syndic et Solia, donc l'opérateur, étaient présents pour faire un premier échange sur le déroulé, donc l'avancement, le planning prévisionnel, le déroulé qu'allait avoir la copropriété au sein donc de ce dispositif. S'ensuit dans la foulée, dans le mois qui suit, le lancement de l'enquête d'éligibilité dont on a déjà échangé quelques mots juste avant. Une enquête très importante parce qu'elle permet de connaître l'éligibilité de la copropriété euh, au- à l'aide de la ville de Paris, l'aide performantielle. Une enquête totalement anonymisée où il n'y a pas enfin, aucune information ne ressort comme il était dit, mais qui est extrêmement importante pour permettre à la copropriété de rassurer déjà une partie des copropriétaires sur l'éligibilité à cette aide, qui est quand même assez importante, car complémentaire à celle de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est ma prime rénov copropriété. Cette enquête, généralement, dure 2 à 3 mois pour permettre de ensuite faire une première demande d'attestation d'éligibilité auprès de la ville. Donc en septembre 2021,
le vote est fait donc pour la poursuite de la mission de maîtrise d'œuvre. Donc nous, on arrive ici pour aider et accompagner la copropriété au choix d'un scénario, un scénario ambitieux, parce que nous, on vise forcément un 35% de gain énergétique, mais bon, le 15% de gain énergétique est minimum si la copropriété est éligible à aux aides de la ville de Paris. En vient donc par la suite donc des simulations des subventions selon donc les différentes options de travaux. Généralement, il y a 3 options de travaux qui ressortent du diagnostic technique global ou de l'audit. Pour ensuite donc permettre, nous on accompagne donc par la suite la copropriété pour choisir quel scénario serait le plus ambitieux et le plus cohérent pour leur copropriété. En novembre 2021, on met fin à l'enquête et on a pu ensuite donc déposer cette attestation d'éligibilité qui a été par la suite obtenue. Donc, si on passe à la slide suivante, on va pouvoir voir quels auraient pu être les éléments bloquants et qui peuvent arriver parfois dans une copropriété. C'est le refus du vote de la maîtrise d'œuvre par les copropriétaires. Ou alors encore des difficultés à obtenir les critères d'éligibilité à l'aide performantielle qui sont souvent, beaucoup de copropriétaires ont très peur de répondre à cette enquête, en fait, cette enquête d'éligibilité parce qu'elle demande des informations assez précises, personnelles. Mais c'est pour ça qu'on insiste toujours dessus sur le fait que cette enquête est complètement anonymisée et qu'aucune information n'est transmise, seulement les résultats. Donc ça peut être les premiers éléments bloquants. Et c'est dans ce moment-là où donc on me présentait déjà en amont ma collègue, donc l'intérêt d'avoir un conseil syndical qui est présent, et qui effectue un suivi régulier donc de l'avancée du projet, mais aussi un porteur de projet euh, qui soit impliqué et disponible. C'est un deuxième élément très important. Et en vient donc la maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'œuvre qui viendrait s'ajouter donc dans le projet si elle n'est pas encore votée, mais une maîtrise d'œuvre qui est organisée et pédagogue. C'est un peu les 3 éléments qu'on voit le plus important dans l'accompagnement et dans la réalisation d'un programme de travaux. Donc on peut passer à la slide suivante. Pour cette copropriété, en avril 2022, donc la consultation des entreprises est lancée par la maîtrise d'œuvre. Un rapport des appels d'offres est transmis par la suite, ce qui va nous permettre, nous, de faire une demande d'avis préalable, qui est une demande pour attester de l'éligibilité aux aides de ma prime Rénov' auprès de l'ANA et de la ville de Paris. Donc, cette demande d'avis préalable est importante parce qu'elle permet aussi de rassurer aussi la copropriété dans la possible obtention des aides financières pour leur projet de rénovation. Et surtout, Ensuite, si je peux juste rajouter, ce qui est important dans cette demande d'avis préalable, c'est que on a des montants. Du coup, on va apporter à la copropriété une estimation des aides qu'elle pourrait obtenir si le scénario qui est étudié et sur lequel on a fait la simulation, s'il est tout à voté. fait, oui. Donc, J'allais c'est y un venir. document, ouais, c'est un outil d'aide à la décision pour la copropriété qui est vraiment très important. Voilà, avant le vote des travaux, du coup. C'est Merci. ça, avant le vote des travaux, du coup, j'allais y venir parce que Pardon. ça nous permet aussi de mettre en place les plans de financement. Comme on a les devis des entreprises qui sont enfin euh, avancés, nous, on peut mettre en place, du coup, enfin, identifier les travaux subventionnables des travaux non subventionnables qui permettent de réaliser cette demande d'avis préalable, mais qui permettent aussi de réaliser les plans de financement qui sont collectifs et individuels, donc, qui sont présentés généralement en réunion d'information. C'est une réunion d'information qui vient avant le vote, l'AG de vote des travaux. En amont, généralement, on essaye de faire ça un mois minimum avant. En cas de, parfois, certaines copropriétés où il y a un nombre de copropriétaires plus important, il vaut mieux prévoir plusieurs réunions d'information, voire la faire un peu en amont pour permettre de répondre aux questions importantes qui pourraient revenir de certains copropriétaires et permettre aussi d'éviter des problématiques, des questions problématiques qui arriveraient pendant l'AG de vote des travaux.
Donc pour cette copropriété-là, en juin 2022, on avait pu réaliser ces plans de financement et se présenter lors de cette réunion d'information. Vient ensuite le vote des travaux de la copropriété qui arrive donc dans les semaines, mois qui suivent, rapidement après. Une fois que les travaux sont votés par la copropriété, donc pour le coup, oui, les travaux ont été validés, donc un programme très ambitieux pour cette copropriété qui leur permettait un gain énergétique de 51%. Nous, ça nous a permis donc de valider avec le procès-verbal de l'Assemblée générale de constituer un dossier de demande de subvention qu'on a pu déposer auprès donc, des organismes subventionneurs, donc l'ANA et la Ville de Paris. Ensuite, suite à ça, on attend la réception des notifications d'engagement des subventions qu'on a pu transmettre aux copropriétaires qui, enfin, eux, ont pu donc signer les ordres de service. Enfin, le conseil syndical a pu signer les ordres de service et démarrer ses travaux au premier trimestre 2023. Donc, ce qui est assez révélateur sur cette copropriété, c'est le timing qui a été assez exemplaire. C'est-à-dire qu'en à peu près environ un an, entre l'intégration dans le dispositif, j'entends l'intégration dans le dispositif, pas l'audit et DTG ou tout ce qui aurait pu arriver avant. Donc tout notre accompagnement et jusqu'au vote des travaux, il s'est déroulé un an. C'est assez, voilà, assez exemplaire pour nous. Et pour nous, c'est vraiment, donc je le répète, le fruit d'un travail entre le conseil syndical, une porteuse de projet pour cette copropriété-là qui était très impliquée, et une maîtrise d'œuvre qui était aussi très impliquée et très pédagogue, comme je le disais. Euh, donc sur la slide suivante, normalement, on devrait pouvoir voir les éléments qui auraient pu être bloquants. Donc une entreprise, une maîtrise d'œuvre qui aurait pu être défaillante. Parfois, certaines maîtrises d'œuvre, ça peut arriver, viennent bloquer un peu le bon déroulé du projet parce qu'elles ne répondent pas aux demandes des copropriétaires, mais aussi parfois des défauts d'anticipation. On a par exemple certains projets parfois qui sont ralentis par des problématiques d'amiante ou de plomb qu'on découvre un peu au fil de la phase étude, voire même parfois des travaux. Des devis qui deviennent obsolètes parce que demandés trop tôt par rapport à l'âge de vote des travaux. Un vote négatif des travaux, donc une contestation lors de l'Assemblée générale, donc lorsqu'il y a des copropriétaires qui peuvent être parfois un peu réfractaires par rapport à un projet donc, de rénovation énergétique. Donc c'est d'où l'importance d'avoir un conseil syndical présent et qui puisse répondre aux questions et même nous, notre possibilité aussi d'organiser des réunions en amont pour répondre à des questions qui pourraient être bloquées, enfin qui pourraient paraître bloquantes. Un changement de syndic parfois en cours de phase de maîtrise d'œuvre, donc la phase d'étude de projet, peut être compliqué aussi à gérer parce que d'un seul coup, administrativement, beaucoup de choses changent. Le nouveau syndic n'a pas forcément toutes les informations, toutes les billes sur le déroulé de l'évolution du projet au sein du conseil syndical et de la copropriété. Il y a aussi les refus de demande donc les refus de DP par les ABF. Donc ça, c'est un projet assez, enfin c'est quelque chose qui est assez visible, surtout à Paris, c'est les difficultés à obtenir par exemple les autorisations d'empiètement ou même ben, les projets, les ITE en façade. Donc, c'est quelque chose à bien travailler avec la maîtrise d'œuvre en amont pour que la maîtrise d'œuvre, parfois, puisse avoir un retour de la direction de l'urbanisme en amont pour être sûr que le projet puisse passer avant l'Assemblée générale de vote des travaux. Ou enfin, par exemple, le refus des prêts collectifs qui peut arriver de temps en temps. Ça peut être un peu ces éléments à anticiper qui peuvent parfois bloquer le bon déroulé d'une phase d'étude. Donc pour cette copropriété-là, ça n'avait pas été le cas, et ce qui avait permis donc d'avoir un bon déroulé jusqu'au vote des travaux et donc à la mise en place des travaux début 2023. Et, ouais, parce que j'espère qu'on n'a pas fait peur
participants. Mais juste pour compléter, du coup, le rôle de l'opérateur, c'est vraiment d'éviter au maximum tous ces blocages en étant dans leur anticipation au maximum. Voilà, ces blocages, on les connaît, on sait qu'ils peuvent arriver, donc on essaye de les anticiper au maximum. Donc voilà, ça arrive. Sur certains types architecturaux plus que d'autres, on parlait des autorisations administratives, mais on a des liens aussi de proximité avec les financeurs et la direction de l'urbanisme, ce qui nous permet d'essayer de comprendre lorsqu'il y a un refus, de comprendre d'où il vient, comment on peut lever ce blocage. Donc voilà, on est là vraiment pour fluidifier les choses et lever les blocages. Et donc effectivement, ça ne veut pas dire, quand on rencontre tous ces blocages, ça ne veut pas dire que le projet ne pourra pas être réalisé. Parfois, par contre, il prend un peu plus de temps. Notamment, tu disais, Claire, un changement de syndic, ben oui, du coup, bah, parfois, le projet va prendre un petit peu plus de temps. Un refus des architectes des bâtiments de France, il faut revoir un petit peu le projet, ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, il faut aussi anticiper que, comme tu disais, là, c'est le parcours parfait, il y a eu zéro blocage, donc en un an, on a voté les travaux. Parfois, bah, c'est un peu plus long, mais il faut le savoir, c'est tout. Et on est là pour vous aider. Je te laisse. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'on fait des questions maintenant ou tu continues, Claire, et on voit après? Je finis juste. Ok, Donc, vas-y. c'était l'accompagnement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle est à la fois financière, donc, comme on disait, réaliser les enquêtes d'éligibilité, mobiliser, enfin, constituer les dossiers de demande de subvention, que ce soit individuel, collectif, assurer un suivi administratif, donc, de la phase donc, du dépôt de ce dossier jusqu'au paiement des aides, mais c'est aussi un accompagnement technique. Donc, c'est-à-dire que l'assistance à maîtrise d'ouvrage n'est pas là pour se substituer à la maîtrise d'œuvre, mais elle est là pour accompagner dans certains choix, un peu driver, on va dire, certaines copropriétés vers des scénarios ambitieux, mais euh, qui restent quand même possibles. Hum, En fonction donc, de la copropriété, en fonction du bâti, en fonction des problématiques techniques, des urgences ou autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, comme on le disait, donc là, on avait un projet ambitieux qui est passé, s'est déroulé en un an de manière exemplaire, mais parfois, en fonction du bâti, ça peut mettre beaucoup plus de temps et c'est pas grave, justement, ça permet aussi de travailler beaucoup mieux le projet et d'aller vers un projet le plus exemplaire possible. Voilà pour la présentation donc, de cet exemple d'un accompagnement d'un projet de rénovation énergétique. Et je laisse donc Adèle reprendre la main. Oui, merci Claire. Alors, il y avait des questions, notamment sur l'intégration en fait à Éco-Rénovons Paris Plus. Je ne sais pas si ça a été très clair vu qu'il y a plusieurs questions là-dessus. En fait, c'est nous, à l'Agence parisienne du climat, qui proposons la candidature de votre copropriété à l'intégration du dispositif. Donc, quand on a vu avec vous que la copropriété est prête, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a un scénario qui est un peu détaillé, que votre copro est motivé à intégrer le dispositif, nous, on propose la candidature lors des comités d'intégration auprès de Solia ou d'Urbanis. Voilà. Après, il y avait des questions sur le fait que Éco-Rénovons est prévu jusqu'en 2026. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les dossiers qui seront en cours au-delà de cette durée, au-delà de 2026? Axel, je te Alors, ça laisse. dépend. Oui, oui, je réactive mon micro. Alors, ça dépend ce qu'on appelle dossier en cours. En tout cas, depuis 2016, enfin, même depuis 2014, pour l'instant, on est dans la continuité sur
l'existence de dispositifs d'accompagnement et on est plutôt dans le renforcement. Donc, j'ai envie de dire que a priori, il y aura quelque chose qui prendra la suite. En tout cas, sachez que à partir du moment où vous obtenez une attestation, enfin un avis des financeurs, donc une notification qui confirme que vous avez droit aux aides, même si le dispositif est terminé, les aides seront versées. Après, si vous êtes accompagné en 2026, que vous êtes en phase de maîtrise d'œuvre pendant que le dispositif se termine, on espère qu'il y aura un dispositif qui prendra la suite. Voilà, tant que vous n'avez pas de notification de la part des financeurs qui confirment que un certain montant d'aide pourra vous être octroyé sous réserve que vous votiez le scénario étudié. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond précisément à la question. Bon, sinon, vous adressez à nous conseiller via Coach CoPro et on pourra redétailler ce type de questions en fonction de où vous en êtes dans la copropriété. Je vais juste repréciser en termes de temporalité parce qu'il y a des questions là-dessus. La première étape, c'est l'inscription de la copropriété sur Coach CoPro. Ensuite, en fonction de où vous en êtes, ça peut être le DTG, donc le diagnostic technique global. Ensuite, le passage en maîtrise d'œuvre de conception, et c'est à ce moment-là, en général, ou à la fin du DTG, qu'on propose l'intégration de votre copropriété à Ecorénovons, donc avec Solia ou Urbanis. Et après, il y a le vote des travaux. Voilà, je le redis parce que il y avait des confusions là-dessus. Il y avait une question sur est-ce qu'on peut demander à l'AMO, donc par exemple à vous, Solia, de participer à l'AG pour expliquer les processus? Est-ce que vous participez par exemple aux AG? Alors, comme je l'expliquais, nous, l'AMO généralement réalise une réunion en amont de l'AG, justement pour expliquer le projet et pour répondre aux questions des copropriétaires. Mais en fonction des projets, il arrive parfois qu'on participe à l'AG de vote des travaux. Mais c'est vrai qu'il est préférable d'organiser une réunion en amont pour vraiment fluidifier, pour avoir vraiment un temps consacré aux questions-réponses et laisser une temporalité par la suite de réflexion. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, l'idée, c'est qu'en AG, il n'y ait plus de questions et qu'on n'ait plus qu'à voter. Donc, en fait, notre présence n'est pas nécessaire. Voilà. Mais effectivement, si la copropriété en ressent le besoin et il y a encore des questions, des blocages sur demande, on est présent. Voilà. Mais normalement, c'est pas nécessaire. Il y a une question sur le fait que l'AMO semble prohibitif. Est-ce que Solia n'est pas suffisant? J'ai pas compris. Je pense que c'est sur les missions entre une AMO privée et ce que vous proposez dans le cadre de Ah, l'accompagnement. Il y a des choses, par exemple, que vous ne faites pas, Oui. type les crédits, les demandes de crédit à taux zéro. Alors, on ne fait pas, oui, les demandes de prêt et de préfinancement. On ne mobilise pas les demandes de prêt et préfinancement parce que c'est vrai qu'en général, c'est la mission du syndic. Donc, c'est quelque chose que nous, en tant qu'opérateurs financiers subventionnés, on va dire, enfin gratuits pour la copropriété, on ne réalise pas ces demandes. Mais il arrive que des AMO privés le réalisent. C'est là où peut être la grande différence. oui. Bah, c'est-à-dire que ouais, on rencontre de plus en plus de syndics qui ne, qui ne font pas, qui ne mobilisent pas de prêts. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, les copropriétés souhaitent faire appel à une AMO complémentaire pour faire les demandes de prêts. C'est pour ça qu'il faut bien y penser en amont s'il y aura la mobilisation de prêt ou de préfinancement Ah, pour voir sur le contrat du syndic et voir avec le syndic s'il y a possibilité d'ajouter cette mention au contrat. c'est ça. Ok. Ensuite, il y avait une question sur est-ce que le plan de financement individuel est vu par tous les copropriétaires? Non, il est individuel et il est personnel et privé. On ne transmet pas les infos à tous les copropriétaires, même le conseil syndical.
Oui, c'est envoyé par courrier à chaque copropriétaire, quoi. Ouais. Après, il y avait une question sur le projet rue des Fêtes. Quels sont les travaux qui ont pu être réalisés en 4 mois? Qu'est-ce Ah, qu'ils ont? non, les travaux ne sont pas terminés, justement. Et j'ai parlé un peu, enfin, j'ai ripé. Mais le programme de travaux, c'est une isolation thermique par l'extérieur, la ventilation, donc le changement par une ventilation plus performante et le remplacement des menuiseries en partie privative. Et en effet, non, ça met pas, ça n'a pas mis 4 mois, mais c'est en cours. Ok, alors après, je rappelle, je l'ai mis là dans le chat, mais on vous l'enverra aussi. On a une page sur Coach CoPro sur des projets réalisés que vous pouvez consulter avec des exemples de réalisation sur Paris, mais pas que. Et vous pouvez sélectionner par type de bâtiment, donc par bâti ancien, etc. Donc ça peut déjà vous donner des pistes de coûts et de ce qui a été réalisé comme travaux. Ensuite, on avait une question sur qu'est-ce que cela coûte de faire l'étude, donc le DTG, si au final le projet n'est pas abouti, quel est ce coût à minima et combien faut-il compter? Donc ça dépend évidemment du projet. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que le DTG, donc c'est entre 8 000 et 15 000 euros à peu près en fonction de la taille de la copropriété, par exemple, avec une aide de la ville qui est de 5 000 euros. Après, il y a le passage en maîtrise d'œuvre de conception qui est autour de 20 000 euros, avec une aide là aussi de la métropole qui est de 10 000 euros. Donc voilà, en fait, il y a des financements, des subventions à chaque étape. Et donc, le coût, en fait, ça peut valoir le coup de faire justement un DTG pour avoir une idée de combien vous coûte le projet. C'est l'objet du DTG. Alors, quelle différence entre Solia et Urbanis? Je réponds. Alors, dans le cadre du dispositif, aucune. Il n'y a pas de différence. Après, Solia, c'est une association 1901 et Urbanis, c'est une entreprise, mais on réalise exactement la même mission. Voilà, sur des arrondissements différents. C'est tout. Ok, merci Axel. Qui réalise le DTG? Alors ça, c'est soit les bureaux d'études que vous mandatez, soit les cabinets d'architectes. Et vous pouvez les trouver enfin trouver en tout cas ceux qui sont affiliés chez nous à l'Agence parisienne du climat sur l'annuaire des professionnels coach copro. Voilà, mais après c'est bureaux d'études ou architectes qui font les DTG. C'est pas les mêmes que les diagnostiqueurs qui font les DPE. C'est pas les mêmes personnes. Si nous sommes en quartier prioritaire, avons-nous des aides supplémentaires ou des conditions allégées? Bah, tout à fait. Oui, tout à fait. On ne l'a pas abordé, mais si vous êtes situé en quartier prioritaire, vous êtes d'office. Alors, si évidemment, vous avez quand même les 70% de taux de réponse à l'enquête, ça, c'est un critère qui est indispensable, qui ne peut pas sauter. Mais donc, par contre, si les critères qu'on appelait les critères sociaux qu'on n'a pas détaillés sont pas remplis, ben, si vous êtes en quartier prioritaire, vous êtes d'office éligible avec un projet avec 15% de gain énergétique, bien sûr. Ok, merci. Après, il y avait une question sur le fait que, alors c'est une copropriété qui a 5 bâtiments indépendants autour d'une cour commune. Est-ce que les bâtiments peuvent avancer sur la rénovation individuellement? Ça dépend en fait de votre règlement de copropriété. Est-ce que vous votez ou pas ensemble lors des AG? C'est vrai que le DTG, par exemple, ça peut être bien de le faire à l'échelle des 5 bâtiments. Après, par contre, pour les aides, ça dépend des bâtiments, et ça dépend beaucoup de votre règlement de copropriété. Par contre, par exemple, ce qui peut être vrai, c'est que si vous votez ensemble et qu'il n'y a qu'un seul des 2 bâtiments qui veut faire des travaux, ça peut après bloquer les aides pour l'autre bâtiment parce que c'est en fonction des adresses, si c'est une ou plusieurs adresses.
Mais ça à voir un peu au cas par cas en fonction du règlement de votre copro. Solia ou Urbanis ne réalise donc pas de DTG? Non, c'est pas la mission de Solia ou d'Urbanis. Ils interviennent après. Ouais, pas dans le cadre du dispositif, Mm. en effet. Alors, est-ce préférable de choisir une société qui effectue le DTG qui fait partie de votre annuaire ou peut-on faire confiance aux sociétés proposées par le syndic? Ça, c'est vous qui voyez si vous avez une société enfin, que vous affectionnez ou que vous connaissez déjà, mais qui est pas affiliée chez nous. Vous pouvez très bien passer chez eux. C'est juste que pour la subvention de 5 000 € de la ville de Paris, il faut que le professionnel soit affilié chez nous. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas la subvention. Mais après, il n'y a pas de sujet si vous préférez avoir quelqu'un qui n'est pas affilié, mais que vous connaissez déjà, par exemple. Euh, hum, hum, hum. Alors, j'avais compris d'une réunion publique d'information EcoR que l'on pouvait rentrer dans le dispositif ERP+, avec un autre opérateur AMO. Pouvez-vous détailler votre réponse? Oui, alors c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir une AMO privée en fait. Vous pouvez choisir soit d'avoir une AMO privée, donc qui est hors Solia Urbanis, ou cumuler les deux, donc avoir une AMO privée plus Solia Urbanis. Ça peut être très bien, par exemple, dans le cas d'une grosse copropriété, ou avoir uniquement l'AMO proposée dans le cadre de Éco-Rénovant, donc avec Solia ou Urbanis. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Axel ou Claire. J'espère que c'est clair. Je crois. Alors, nous n'avons pas bien compris pour les quartiers prioritaires. Les 70% de questionnaire est-il obligatoire? Qu'en est-il du taux de gain énergétique? Est-ce que 15% suffisent? Oui, alors 15% suffit, oui, et il faut le taux de réponse de 70%. C'est juste le critère social qui est qu'il faut avoir 20% de propriétaires occupants modestes et très modestes dans la copropriété. C'est ce critère-là qui saute. Mais il faut les 70% de taux de réponse et il faut au moins un gain énergétique de 15%. Alors, on a qu'est-ce qu'un quartier prioritaire? C'est- Ça, c'est des classements de la ville. Il y a une carte qui existe sur Ouais. les quartiers prioritaires qu'on pourra vous communiquer sur Paris. Taux de réponse de 70% à l'enquête, mais doivent être, oula, pardon, doivent-elles être toutes positives? Les réponses aux 70% de l'enquête. Positive, en fait, non, mais c'est Il n'y pas. a pas, ouais, il y a pas vraiment de questions-réponses oui ou non, en fait. C'est juste des informations qui sont demandées, des informations qui peuvent être un peu sensibles ou pas. Enfin, c'est lequel logement, enfin, le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces de l'appartement, est-ce que c'est un propriétaire occupant ou non. Et on demande aussi certains avis d'imposition. Il y a plusieurs réponses. Nous, on a juste besoin, en fait, pour valider une réponse, c'est juste une réponse avec les informations demandées. C'est un moyen aussi pour nous de s'assurer de la mobilisation des copropriétaires dans le projet. Voilà, c'est une des raisons. On a besoin, voilà, ça nous permet de nous assurer que c'est pas un projet qui est porté juste par une personne isolée dans la copropriété. Voilà. Quel problème s'il y a des propriétaires mauvais payeurs dans la copropriété ou des procédures en cours? Ah, Ça, en fait, c'est étudié au moment de la proposition de la candidature de votre copropriété à l'intégration du dispositif. Donc, par exemple, nous, quand on monte le dossier auprès de Solia et d'Urbanis, on a besoin des dernières annexes comptables et c'est regardé ensuite en comité d'intégration. et en fait, ce qu'on regarde, c'est le taux d'impayé. Et du coup, ça dépend du taux d'impayé. Mais si vous avez un taux d'impayé qui est supérieur à 8%, ça peut vous débloquer des aides supplémentaires auprès de l'ANA.
Après, à prendre avec des pincettes aussi, mais Voilà. c'est pas forcément bloquant. Ouais. Mais Mais ouais, mais ça nous permet, si le taux d'impayé est vraiment énorme, on va se poser la question de la capacité financière de la copropriété à s'engager dans des travaux, quoi. par rapport au fonds de travaux aussi, au reste de la copropriété, enfin, c'est vraiment du cas par cas. Mais ça ne remet pas complètement en question une intégration. C'est ça. Bon, tout dépend du niveau d'impayé et des raisons. En fait, on va creuser un peu plus loin. Notamment, l'Agence parisienne du climat va essayer de comprendre avec le syndic d'où viennent ces impayés pour voir si c'est problématique ou pas. Ok, merci. Alors, il y a encore une question sur les délais. J'ai noté 1 an pour la mission de conception et par ailleurs 3 ans entre le DTG et le vote des travaux. Alors, je vais redonner un peu les temporalités. En moyenne, vous avez 6 mois de DTG, donc avec un premier vote en assemblée générale du principe du DTG. Ensuite, 6 mois de DTG, 6 mois à 1 an. Ensuite, on arrive à la deuxième AG, où là, on a le vote de la maîtrise d'œuvre, du devis de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est à peu près 1 an et demi, avec en parallèle le suivi de Solia Urbanis si vous entrez dans le dispositif Éco-Rénovons. Et la troisième AG correspond au vote des travaux. C'est pour ça qu'on parlait de 3 ans. Ça correspond à peu près à 3 AG. J'espère que c'est clair. Pourriez-vous nous détailler ce que contient le questionnaire pour les 70%? Qui nous donne ce questionnaire et quand? Alors, le questionnaire, il est mis en place, du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, au moment de l'intégration. C'est Solia ou l'opérateur ou Urbanis, en fonction, enfin, c'est l'opérateur qui va mettre en place avec le conseil syndical et le syndic, avec son aide, qui va mettre en place ce questionnaire et le transmettre à l'ensemble des copropriétaires au début de la mission de maîtrise d'œuvre, lorsque la copropriété intègre le dispositif. C'est voilà. Ouais, et sur le contenu, du coup, Sur le contenu, bah, comme je le disais, il y a la composition du c'est ménage. ça, c'est une multitude d'informations, composition oui, du ménage, la, la typologie de l'appartement en question. Enfin, c'est beaucoup de questions un peu Ouais. pour bien comprendre, enfin, le lot d'habitation, le propriétaire en question a-t-il différents lots? Enfin, c'est vraiment comprendre, est-ce que c'est un propriétaire bailleur? À combien il loue son logement s'il est bailleur? Voilà, il y a différents types de questions. Et le revenu fiscal de référence, du coup, qui nous permet d'identifier les copropriétaires modestes et très modestes qui pourraient bénéficier d'aides individuelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les aides de l'ANA et de la ville de Paris, c'est cette enquête aussi Mhm. qui nous permet d'identifier ces personnes et de monter après des dossiers individuels pour ces personnes. Ok, merci. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant. Je répète juste un peu le processus. Donc, c'est inscription sur Coach CoPro en premier lieu. Et ensuite, nous, on vous redirigera vers les démarches parce qu'en effet, il y a beaucoup d'informations. Il faut y aller étape par étape. Ah, il y a une question. Alors, comment est-il possible que les syndics ne soient pas au courant de toutes les aides? Alors, les syndics ont beaucoup de choses à gérer. Il y en a de plus en plus qui sont au courant. Nous, on est en lien, on essaie d'être en lien avec les syndics de plus en plus. Et n'hésitez pas à renvoyer vos gestionnaires vers nous aussi. On peut les aider à avoir des infos sur les aides. Voilà, mais c'est vrai ils ont beaucoup de choses à savoir et ça change très régulièrement. Donc, n'hésitez pas à leur dire qu'on est là aussi à vos gestionnaires pour on les épaule un peu là-dessus. Quel contact peut-on leur donner? Alors, vous passez par Coach CoPro, l'inscription Coach CoPro. Vous pouvez vous inscrire en tant que copropriétaire. Les gestionnaires peuvent s'inscrire également.
que vous soyez membre du conseil syndical ou pas, tout le monde peut s'inscrire sur Coach CoPro, donc passez par ça. Euh, hum, hum, hum. À l'AG à laquelle le DTG est rendu, que vote-t-on l'adhésion au principe des travaux? Alors, non, le DTG est rendu pas forcément en AG. Ça peut être une réunion de rendu de rapport sans passer par l'AG. Les AG, c'est parce que vous avez des votes obligatoires. Le DTG doit être voté, la maîtrise d'œuvre doit être votée et les travaux doivent être votés en AG. Pour le reste, ça peut être des réunions qui sont pas forcément faites en AG. Voilà, je te laisse peut-être la main, Karim. Ouais, alors déjà par rapport au coach CoPro, donc je vois qu'il y a pas mal de demandes sur le site, donc celui-ci s'affiche à votre écran. Voici le lien pour vous rendre dessus. On nous demande également plusieurs fois de recommander du coup des entreprises ou bien des syndics. Pour rappel, donc l'Agence parisienne du climat, nous sommes soumis à un droit de neutralité. On fournit un conseil qui est neutre, gratuit et indépendant tout au long de la démarche du DTG. Mais du coup, de fait, on ne peut pas recommander l'entreprise plus qu'une autre ou un DTG ou un syndic plus qu'un autre. Nous, notre travail, ce sera de vous accompagner dans la réflexion autour du DTG, notamment l'étude des devis, vérifier que ces derniers sont bien conformes et vous permettront à la fin d'obtenir la subvention de 5 000 euros. Mais nous n'avons pas vocation à vous recommander une entreprise plus qu'une autre. Alors, pardon, je ne sais pas pourquoi le partage de connexion s'est arrêté. Euh, Avant du coup de nous arrêter, j'aurais aimé également revenir sur une petite question avec Valérie, si elle est toujours là. Oui, je suis là. Super. C'était juste pour revenir sur le vote du DTG en tant que tel dans votre copropriété. Donc, vous nous aviez dit que c'était pas vous qui l'avez forcément amené, mais ce serait intéressant de savoir comment est-ce que la copropriété a réagi quand on a proposé ce DTG, quelles ont été finalement les interrogations de la copropriété par rapport à ce diagnostic, et, euh, et finalement, comment est-ce que cette dernière a été motivée à le réaliser. C'est parce qu'on savait qu'il fallait changer la chaudière et la chaudière, c'est déjà les devis qu'on avait eus, c'était déjà 80 000 euros. Donc, le membre du conseil syndical, moi je ne faisais pas encore partie du conseil syndical, a présenté ça en disant mais ça serait pas mal d'avoir des subventions importantes pour ce changement de chaudière et en profiter pour la rénovation énergétique. Et ce Mhm. qui a beaucoup fait pencher en la faveur du DTG, c'est que on avait demandé des devis, il avait demandé des devis, ce membre du conseil syndical, et c'était donc par exemple pour le TAF Pouget qu'on avait pris, c'était 8 800 euros et on espérait fortement avoir la subvention de 5 000 euros qu'on a obtenue. Donc ça revient à 3 300 euros divisé par 14 lots pour un diagnostic complet, architectural et puis énergétique de la copropriété. Voilà, on n'a eu aucune difficulté à cette phase-là. D'accord. Et, Et donc là, par rapport à la suite, comment est-ce que vous voyez finalement l'évolution, donc l'intégration dans l'ERP? Vous nous avez dit que vous voyez des difficultés pour convaincre la copropriété d'avancer, Oui, mais concrètement, quelles sont les solutions que vous avez essayé de mettre en place? alors déjà là, j'ai entendu, nous, on n'a pas encore voté la maîtrise d'œuvre. Mhm. Et on a déjà on a obtenu l'assistance de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage de Solia gratuitement. Donc en Mhm. fait, on est passé à l'étape déjà assistance de maîtrise d'ouvrage. Et là, le point, en fait, on n'a peut-être pas eu une bonne stratégie. C'est qu'on a demandé Solia, on l'a obtenu avant de voter la maîtrise d'œuvre. Et j'ai l'impression que certains copropriétaires, ne voulant absolument pas entendre parler de travaux, de rénovation, se disent on ne répond pas à Solia, on n'obtient pas les 70% et tout s'arrête là, c'est-à-dire sans vote de la copropriété. Donc là, moi, D'accord. je lutte pour expliquer aux gens que répondre à ça serait quand même dommage, ça serait antidémocratique de ne pas d'avoir cette stratégie, qu'il faut vraiment qu'il y ait un vote en AG où on décide à la majorité d'une maîtrise d'œuvre. C'est vrai que ça coûte de l'argent, c'est 30 000 euros. Donc Mhm. là, il y a aussi des gens qui disent on va voter à peu près un devis de MOE de 30 000 euros sans être sûr de faire les travaux. Voilà, donc c'est ça le frein, c'est d'investir déjà 30 000 euros sur un processus dont on ne Mhm. sait pas quelle sera l'issue. Bien sûr.
Plusieurs questions sont venues par rapport à votre récit, notamment, finalement, quel a été le lien entre la volonté de changement de chaudière et puis finalement le vote du DTG? En quoi est-ce que réaliser un DTG rend moins cher le changement de chaudière? Je pense que la question n'est pas là, mais je vous laisse y répondre. Oui, non, ça change rien. Ça permet quand même, moi je trouve que c'est intéressant de voir que quand même, si on engage un processus de rénovation globale, énergétique globale, avec un gain important énergétique, on va quand même avoir des subventions. Et puis en plus, il y a quand même par exemple les ravalements de façade. Les ravalements de façade qui sont obligatoires à Paris. On sait qu'on va avoir un ravalement de façade obligatoire dans quelques temps. Celles qui sont sur cours, on devait le faire. On a une obligation normalement de le faire, mais on ne l'a jamais fait depuis 1960. Donc on sait que de toute façon, dans quelques années, on va devoir faire le ravalement de façade et qu'il faudra isoler. La même chose pour l'étanchéité du toit, qui est très défectueuse. Moi, j'ai une fuite au sixième. On sait qu'elle se dégrade, ça n'a pas été fait, ça a été fait il y a 20 ans. Il va falloir le faire, ça serait quand même intéressant d'avoir des Mm. subventions assez importantes dans un cadre de rénovation globale. Je pense qu'on va prendre cette dernière question, mais qui est aussi très importante finalement, parce qu'on va parler beaucoup de mobiliser sa copropriété, et pour ça, on a besoin de ce référent, de cette personne qui va s'impliquer et dynamiser sa copropriété pour aller jusqu'au bout du vote des travaux. Et donc là, une question, c'est finalement, Valérie, combien de temps ça vous prend au quotidien? C'est de pouvoir soutenir, conseiller et supporter la copropriété dans ce processus de décision. Alors, pour l'instant, on n'a pas voté la maîtrise d'œuvre, donc je pense que ça va me demander encore plus de temps après pour demander les prêts collectifs, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas quelque chose de quotidien. Puis vous avez vu, on est quand même un peu lent dans la copropriété. Moi, je préfère y aller doucement, y aller sans conflit, tranquillement, sans avoir l'impression de forcer les gens, sans que les gens se sentent forcés, obligés, etc. Je trouve que c'est assez intéressant que dans le conseil syndical, tout le monde n'ait pas le même avis. Donc, je trouve ça très, très bien. Je pense que c'est un processus démocratique et qu'il ne faut vraiment pas bloquer les gens et leur dire que notre but, c'est pas d'avoir la majorité simple, mais c'est vraiment d'emporter la plupart des gens. Donc, moi, je leur explique bien que je suis. Alors, je les mobilise, j'ai fait une liste de discussion, j'en parle aux copropriétaires, même au sein du conseil, etc. On est vraiment très proches, on a un groupe WhatsApp. Il faut qu'il y ait le porteur de projet ne doit pas être quelqu'un qui suscite des oppositions et qui a l'impression de savoir pour tout le monde ce qui est bon pour la copropriété. Donc, il faut quand même quelqu'un qui ait des compétences sociales, voilà, de ne pas braquer des gens et qui n'ait pas des passifs avec d'autres copropriétaires, je pense. Moi, c'est mon cas. J'ai pas de passif, je pense, avec les copropriétaires et je suis plutôt quelqu'un qui essaye d'aplanir les difficultés. Donc, il faut que la personnalité. Et puis, c'est vrai qu'il y a un investissement. Il y a un investissement, mais qui est quand même à ce stade. On n'a pas encore voté la maîtrise d'œuvre, mais qui est assez. Je travaille à plein temps et j'ai le temps le week-end de le faire et puis d'organiser des réunions chez moi. Voilà, qui se passent de façon très sympathique. On est aussi une petite copropriété, hein, donc les gens se connaissent. On est 14 copropriétaires, donc les conflits, et il n'y a pas de conflit ouvert dans la copropriété entre copropriétaires. C'est quand même une copropriété avec une assez bonne ambiance, assez familiale. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je regarde les questions. Alors, quel est le taux de copropriétaire qui bénéficie d'une subvention et quel est le taux moyen de subvention par copropriétaire? Alors, là, j'avoue que votre question est un peu compliquée à répondre. C'est vraiment à voir au cas par cas pour le coup et j'aurais du mal à vous donner un taux moyen. Il y a plusieurs centaines de copropriétés qui, en- euh, qui dé- pardon, qui vont démarrer une démarche GTG par an. Donc, à chaque fois, la situation va être différente. Ça va dépendre de la taille de la copropriété, du type d'immeuble que c'est. Donc, là-dessus, si vous avez des réponses plus précises, on va dire, vous pouvez contacter aussi votre conseiller par arrondissement sur Coach CoPro, qui prendra le temps de vous accompagner pour chacune de vos interrogations, en tout cas à cette phase-là. Axel, j'ai vu que tu as allumé ta caméra. C'est peut-être un mot à ajouter. Non, mais c'était pour dire au revoir, mais si je peux peut-être compléter la réponse. Hum. En tout cas, sur les projets qu'on accompagne, ce que je peux vous dire, c'est que sur des projets d'au moins 35% de gain énergétique, on arrive à avoir des taux de des restes à charge, je vais dire, pour parler peut-être plus simplement, des restes à charge pour les copropriétaires modestes et très modestes de zéro.
en fait. Donc, et puis après, c'est voilà, au cas par cas. Mais merci beaucoup, Axel. Encourageant comme message. Écoutez, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Bah, déjà à vous d'être venus. Vous avez été jusqu'à 130 aujourd'hui à suivre ce webinaire, le premier de la rentrée. Encore une fois, pour rappel, n'hésitez pas à vous inscrire sur Coach CoPro, que vous soyez propriétaire, membre du conseil syndical ou bien syndic. Les conseillers seront présents pour répondre à toutes vos interrogations. Merci également du coup à Valérie, Axel et Claire d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. Vos témoignages, je pense, ont été plus qu'utile pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Merci aussi beaucoup à Adèle, mine de rien, qui a répondu à l'ensemble de vos questions avec un flux entrant assez impressionnant. Je vois quasiment 130 questions posées pendant le webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Et on va beaucoup. vous envoyer le support, Tout à fait. les slides dans les prochains jours et le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Agence parisienne du climat sur YouTube. Le replay de la vidéo là. Et il y en a plein d'autres. Merci. 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 Merci à tous.